Jackson Reed, un milliardaire blanc du secteur technologique, fixait Amara ou une petite fille noire dans son appartement de Manhattan avec une incrédulité totale. « Votre femme Vanessa est toujours en vie », murmura-t-elle. « Je l'ai vue la semaine dernière dans le complexe où elle est retenue. » Les agents de sécurité se précipitèrent pour écarter Amara, mais Jackson leva la main et les arrêta. Ces mots incompréhensibles brisèrent 5 années de chagrin. Il déglutit difficilement. « Où est-elle maintenant » demanda-t-il, la voix serrée. « Avant de vous plonger dans cette histoire bouleversante de tromperie et de courage, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour rejoindre notre communauté de chercheurs de vérité. Croiriez-vous qu'un enfant prétende que quelqu'un que vous aimez n'est pas vraiment mort? Dites-le moi dans les commentaires et découvrez comment une jeune fille courageuse a tout changé. » La skyline de Manhattan s'étendait au-delà des baies vitrées de son appartement en attique tandis que Jackson se versait un autre verre de bourbon. À 42 ans, le magnate de la technologie et PDG de Reed Innovation possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais depuis la mort de Vanessa dans l'explosion de son yacht en Méditerranée 5 ans plus tôt, il s'était coupé du monde. Il leva le verre en cristal d'une seule gorgée, laissant la brûlure familière atténuer la douleur sourde dans sa poitrine. En bas, son gala de charité se poursuivit sans lui, l'apparition obligatoire, le don à 8 chiffres, puis retour dans son sanctuaire privé. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et William Harris, son chef de la sécurité et ancien soldat des forces spéciales, entra, l'air perturbé. « Monsieur, il y a un problème. Une enfant a échappé à nos gardes en bas. Elle insiste pour vous voir en personne, prétextant une urgence. » Jackson lui fit signe de partir. Demandez à quelqu'un de la ramener chez elle. Il est presque minuit. William hésita. C'est bien là le problème, monsieur. Elle dit avoir des informations sur Madame Reed, votre Vanessa. Jackson se figea, un verre à moitié porté aux lèvres. Personne ne mentionnait jamais Vanessa en sa présence. Ni son équipe, ni la presse. Parléant, dit-il après un long silence. Quelques instants plus tard, Amara se tenait dans son salon, ses vêtements usés et ses chaussures éraflées contrastant avec le luxe minimaliste. 2 gardes du corps l'entouraient, l'un d'eux lui serrant l'épaule beaucoup trop fort. Les yeux de Jackson se plissèrent. « Tu peux la laisser partir, Richard » dit-il froidement tandis que le garde la relâchait. Amara lui frotta l'épaule, mais tint bon, le regard brillant et intelligent fixé sur Jackson. « Je m'appelle Amara Johnson » dit-elle calmement, ce qui était étonnant pour quelqu'un d'aussi jeune. « Et je connais votre femme, Vanessa Reed. Elle est vivante. » Jackson observa la jeune fille, à la recherche d'une tromperie ou d'une manipulation. Son assistant, Marcus Phillips, entra silencieusement et ricana. « Monsieur Reed n'a pas le temps pour les arnaques. Comment êtes-vous entré ici ?» Amara se tourna vers Marcus, imperturbable. « J'ai attendu dehors, regardé les gens entrer pour la fête, puis je me suis faufilé pendant que les gardes s'occupaient des voitures de luxe. » Elle fit face à Jackson. « Je me suis échappé il y a 4 jours d'un endroit où l'on enfermait des gens et des femmes, dont ta femme. Elle a une tache de naissance en forme de papillon sur l'épaule droite. Elle m'a dit de te retrouver si jamais je m'échappais. » Jackson sentit le sang lui quitter le visage. Cette marque de papillon n'était pas de notoriété publique, c'était leur plaisanterie à lui et à Vanessa, leur symbole secret de liberté. Marcus se précipita en avant, la voix basse et pressante. « C'est clairement une arnaque. Quelqu'un utilise cet enfant pour extorquer de l'argent. On devrait appeler la police. » « Pas de police, » supplia Amara, la peur illuminant son visage pour la première fois. « Ils me renverront dans le système, ou pire, ils collaboreront avec eux. » Jackson s'appuya contre le comptoir en marbre et se servit un autre verre, plus pour se réconforter que pour apaiser sa soif. « Qui sont-ils » demanda-t-il doucement. Amara déglutit difficilement. « Les gens qui dirigent l'usine. Ils sont liés à Sovereign Industries. » Ce nom fit froid dans le dos à Jackson. Sovereign était le plus féroce rival de Reed Innovation, dirigé par Victor Reynolds, tristement célèbre pour ses tactiques commerciales impitoyables. « Marcus, William, donnez-nous un instant » dit Jackson, son esprit explorant des scénarios impossibles. Une fois seul, il désigna le canapé moelleux. « Asseyez-vous et racontez-moi tout. » Amara était perchée au bord du siège, ses pieds effleurant à peine le sol. « J'ai vécu avec ma grand-mère à Harlem jusqu'à sa mort il y a 3 mois. J'ai été seul un moment, puis ces gens sont arrivés où ils ont dit qu'ils étaient des services sociaux. Ils ne l'ont pas aidé, ils m'ont emmené plus au nord,
dans un complexe avec d'autres enfants et des femmes. Les femmes étaient droguées la plupart du temps. Jackson peinait à respirer. Et vous l'avez vue, ma femme? Amara hocha la tête. Elle était différente, enfermée dans une pièce spéciale, parfois plus alerte. Nous avons discuté lorsqu'ils l'ont transférée dans une salle commune pour les examens. Comment as-tu su que c'était Vanessa Reed? T'a-t-elle dit son nom? Elle a dit qu'elle s'appelait Vanessa Reed, répondit Amara. Et que son mari était un technicien nommé Jackson qui vivait dans un grand immeuble de Manhattan. Quand ils m'ont transféré dans un autre bâtiment de la ville, j'ai trouvé ta photo dans un journal que quelqu'un avait apporté à ton événement caritatif. C'est ainsi qu'elle l'a retrouvé et s'est enfuie. Le regard d'Amara s'est porté vers la porte, comme si elle s'attendait à des poursuivants à tout moment. Lors d'un transfert, la camionnette s'est arrêtée pour faire le plein. Le garde a été distrait. J'ai couru me cacher, puis j'ai surveillé votre immeuble pendant 2 jours jusqu'à ce que j'arrive. Ses petites mains se tordaient sur ses genoux. Elle m'a fait mémoriser un message, dit à Jacques que le papillon vole encore. Premier rendez-vous au coucher du soleil à Monaco. Elle a dit que tu comprendrais. Jackson s'affala sur la chaise en face d'elle, les jambes défaillantes. Leur premier rendez-vous avec Vanessa avait eu lieu à la Sunset Conférence de Monaco, un souvenir intime jamais partagé publiquement. Personne ne pouvait connaître ce détail à moins que Vanessa elle-même ne le dise à Amara. Amara se leva vivement. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Pourquoi devrais-je, murmura Jackson, déchiré entre la partie rationnelle de son esprit qui criait l'impossibilité et la partie désespérée de son cœur qui n'acceptait jamais la mort de Vanessa. Parce que je n'ai rien à gagner, dit Amara en soutenant son regard. Je sais à peine lire. Je veux juste tenir ma promesse. Elle m'a aidé quand j'avais peur. Elle a dit que te retrouver était le seul moyen de l'aider, elle et les autres. Après un long moment, Jackson prit une décision qui allait tout changer. Tu resteras ici cette nuit. Demain matin, on réglera ça, mais pas par les voies officielles. Pas encore. En lui montrant une chambre d'amis, Jackson savait qu'il s'embarquait dans une mission nourrie par le chagrin et un espoir fragile ou qu'il s'aventurait vers une vérité si dangereuse qu'elle était enfouie depuis 5 ans. Il n'y aurait pas de retour en arrière possible. La lumière de l'aube filtrait à travers les fenêtres du Penthouse tandis que Jackson préparait le petit déjeuner pour son invité inattendu. Des rumeurs circulaient déjà parmi le personnel de nuit, pourquoi une petite fille noire séjournait-elle chez un milliardaire? Ignorant les spéculations étouffées, Jackson regarda Amara inspecter son assiette de crêpes avant d'en prendre une bouchée hésitante. Rien ici ne te fera de mal, murmura-t-il doucement. Je sais, répondit-elle, même si son langage corporel suggérait le contraire. Les vieilles habitudes ont la vie dure. William Harris entra avec une tablette, le visage neutre et professionnel. Monsieur, j'ai effectué les vérifications d'antécédents que vous avez demandées. Et juste comme ça, le monde de Jackson bascula à nouveau sur son axe. Amara Johnson a 10 ans et n'a pas de mère enregistrée. Elle a été élevée par sa grand-mère, Eliza Johnson, à Harlem. Selon Amara, sa grand-mère est décédée il y a 3 mois de cause naturelle, comme l'indique le certificat de décès signé par le docteur Martin Lawrence. Étrangement, il n'existe aucune trace officielle du placement d'Amara en famille d'accueil ou une omission inhabituelle qu'il a effectivement effacée du système. Jackson écouta William confirmer le récit d'Amara et la mort de sa grand-mère. Il vérifia discrètement les qualifications du docteur Lawrence et découvrit que le médecin avait pris sa retraite 2 ans auparavant et que la signature sur le certificat était falsifiée. Un frisson parcourut Jackson. Quelqu'un avait tenté de fabriquer une légitimité tout en effaçant toute trace. Voilà mon analyse, monsieur, conclut William. Jackson le congédia et se tourna vers Amara. Elle était assise calmement, coupant méthodiquement ses crêpes en carrés parfaits. Vous avez dit que vous étiez détenu dans un centre du nord de l'État, dit Jackson. Pouvez-vous décrire son emplacement, sa disposition? Vous souvenez-vous de quelque chose? Amara posa sa fourchette. C'était dans les bois. Ils ont roulé pendant des heures après m'avoir emmené de l'appartement de ma grand-mère. Il y avait une clôture surmontée de barbelés, mais de l'extérieur, on aurait dit un hôpital privé. Le panneau indiquait le centre de bien-être Clearware. Jackson prit une note sur son téléphone. Il passa le reste de la matinée à interroger Amara sur tous les détails dont elle se souvenait, tout en demandant discrètement à William de vérifier son histoire. Vers midi, Marcus arriva, la désapprobation évidente. Monsieur,
Le conseil d'administration vous interroge sur votre absence à la réunion trimestrielle de ce matin, et le personnel murmure à propos de notre invité. Jackson jeta un coup d'œil à Amara, absorbé par ses croquis dans le carnet qu'il lui avait fourni. « Je comprends », répondit-il fermement. « Dites au conseil d'administration que je m'occupe d'une affaire personnelle. Et rappelez au personnel que leur travail est de travailler, pas de colporter des ragots. » Après le départ de Marcus, Jackson entendit 2 gardes du corps dans le couloir. L'un marmonna, « Elle raconte une histoire larmoyante pour escroquer le vieux riche. Ces arnaques commencent jeunes par ici. » L'autre rit. Une pauvre orpheline rencontre un sauveur blanc, une arnaque classique depuis toujours. Jackson s'éclaircit bruyamment la gorge. Ils se mirent au garde à vous. Considérez-vous comme avertis. Encore un commentaire comme celui-là et vous êtes tous les deux virés. De retour à l'intérieur, Jackson trouva Amara debout près de la fenêtre, l'air solennel. « Il ne me croit pas, dit-elle. Il pense que je mens. » Jackson soupira. Les gens font des suppositions. Mais ça ne change rien. Il comprit que la dynamique raciale en jeu ne ferait que compliquer les choses. Cet après-midi-là, Jackson se retira dans son bureau pour réexaminer l'enquête officielle sur l'explosion du yacht. Il avait examiné ses dossiers d'innombrables fois au fil des ans, mais il cherchait maintenant des incohérences avec un regard neuf. Le yacht avait été retrouvé en morceaux flottants en Méditerranée, et aucun corps n'avait jamais été retrouvé, un résultat assez courant compte tenu de la violence de l'explosion et des courants marins. Le rapport officiel attribuait la responsabilité à un dysfonctionnement de la conduite de carburant. L'affaire était classée ou peut-être trop clairement. Il composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Diana Chin Investigation, dit une voix féminine glaciale. Diana, ici Jackson Rose. Cela fait 4 ans que vous avez enquêté sur l'accident de Vanessa et que vous avez brusquement abandonné l'affaire. Je dois vous voir aujourd'hui, à 13 h, à mon bureau. Le bureau de Diana, en centre-ville, était discret, le genre d'endroit où l'on passe sans prévenir. Lorsque Jackson arriva, accompagné d'Amara, Diana, une quinquagénaire au regard perçant, haussa un sourcil. « Je ne savais pas que c'était une consultation familiale, » dit-elle en leur faisant signe de s'asseoir. Jackson présenta Amara comme son assistante sur l'affaire et alla droit au but. « Avez-vous déjà douté du rapport officiel sur la mort de Vanessa ?» Diana se pencha en arrière, les doigts joints. Officieusement? Oui. La théorie du tuyau de carburant ne m'a jamais convaincu. Le yacht avait été révisé des semaines auparavant sans problème. Le schéma de l'explosion était étrange, et le timing juste après votre découverte du cryptage quantique semblait trop opportun pour la concurrence. Elle jeta un coup d'œil à Amara, puis à Jackson. Mais vous avez annulé mon enquête. Jackson expliqua qu'il avait reçu des menaces subtiles suggérant que s'il continuait, d'autres seraient en danger. Il avait supposé que l'espionnage industriel avait terriblement mal tourné et que Vanessa était une victime collatérale. Diana écouta sans interruption Jackson décrire l'apparition soudaine d'Amara et ses affirmations. Lorsqu'il eut terminé, elle se tourna vers Amara. « Toute une histoire, dit-elle doucement. Puis-je vous poser quelques questions ?» Pendant les 20 minutes qui suivirent, Diana interrogea Amara avec calme et minutie. « Eh bien, dit-elle finalement, c'est la jeune artiste la plus talentueuse que j'ai jamais rencontrée, soit elle dit la vérité telle qu'elle la connaît, soit c'est une menteuse de génie. » Se tournant vers Jackson, elle ajouta, « Vous savez à quel point cela paraît fantastique? Votre femme, présumée morte depuis 5 ans, est en captivité depuis tout ce temps. » Je sais, répondit Jackson. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide, pour prouver que c'est impossible ou pour trouver la preuve que c'est réel. Diana réfléchit un instant. Il y a encore une chose. Après que vous ayez terminé mon enquête, j'ai conservé un dossier informel par curiosité professionnelle. Victor Reynolds, de Sovereign Industries, a acheté les droits de sauvetage de votre yacht quelques semaines après l'explosion et a payé pour que l'épave soit enlevée à titre privé. Le pouls de Jackson s'accéléra. Cela n'a jamais figuré dans le rapport officiel. Non, répondit Diana en lui tendant un autre dossier. Et 3 mois après la disparition de Vanessa, Sovereign a déposé des brevets pour une nouvelle technologie de médecine régénérative. Leurs actions ont triplé depuis. De retour à son appartement, Jackson trouva Amara en train de faire un cauchemar pendant sa sieste. Il s'assit au bord du lit. « Tu te souviens de quelque chose ?» Elle hocha la tête en tremblant. « Ils nous ont déplacés cette nuit.
J'ai vu un logo sur du matériel, un oiseau rouge, un phénix. Le sang de Jackson se glaça. Le symbole du souverain. Au cours des 2 jours suivants, Jackson découvrit qu'Amara avait une mémoire quasi photographique. Elle dessina des plans détaillés de l'établissement et des portraits précis de son personnel. Lorsqu'elle dessina la femme qu'elle prétendait être Vanessa, la ressemblance fit un pincement au cœur de Jackson. Un soir, Jeffrey Phillips, un ami de longue date et membre du conseil d'administration, arriva à l'improviste. Il trouva Jackson et Amara dans le bureau. « Que faites-vous » demanda Jeffrey. « La rumeur dit que vous avez adopté un enfant au hasard qui vous fait fantasmer sur Vanessa vivante. » Jackson tenta d'expliquer, mais Jeffrey le coupa. « Si c'est vrai, vous rendez-vous compte de l'impression que cela donne ? À quel point vous êtes vulnérable aux accusations, aux manipulations, aux poursuites judiciaires ?» Jackson resta ferme. Amara sait des choses que personne ne pouvait savoir sans avoir parlé à Vanessa. Jeffrey secoua la tête. Le deuil nous pousse à voir ce que nous voulons. Cette fille a probablement fait des recherches sur vous en ligne, rassemblé des détails et inventé une histoire. Jackson rétorqua, elle a mentionné ma tache de naissance en forme de papillon et notre premier rendez-vous à Monaco ou des détails jamais rendus publics. L'expression de Jeffrey s'adoucit. Vous avez peut-être partagé ces histoires lors d'événements. Quelqu'un aurait pu la coacher. Plus tard dans la soirée, Jackson remarqua une légère bosse derrière une étagère de son bureau. En enquêtant, il trouva un appareil d'écoute sophistiqué. Son équipe de sécurité en découvrit plus tard 2 autres dans le salon. Le lendemain matin, Amara s'approcha de lui, veste à la main, prête à partir. « Il y a quelque chose d'étrange dans ma poche », murmura Amara en sortant un minuscule dispositif de localisation. « J'ai trouvé la même chose dans ma chaussure. » Leurs regards se croisèrent, tous alarmés, quelqu'un les observait de trop près. La vraie question était de savoir qui avait l'autorisation d'installer ces dispositifs, et que pouvait-il déjà savoir ? Jackson ne perdit pas de temps. Il convoqua d'urgence ses plus proches conseillers et échafauda une histoire plausible. Amara était la fille d'un cousin éloigné qu'il avait hébergé temporairement après une crise familiale. William Harris, responsable de la sécurité, exprima ses doutes, mais acquiesça d'un signe de tête. « Il nous faudra des documents authentiques pour que cela soit crédible », dit-il en tapotant sur sa tablette. « Je peux avoir une histoire complète prête d'ici cet après-midi. » Marcus, l'assistant de longue date de Jackson, joua avec sa cravate. « Monsieur, le conseil d'administration s'inquiète déjà de votre comportement récent. Cela ne fera qu'alimenter leurs spéculations. » Jackson le fixa d'un regard d'acier. « Leur travail consiste à superviser les performances de l'entreprise, pas ma vie privée. Nos bénéfices trimestriels sont en hausse de 17%, cela devrait les calmer. » Ce soir-là, Jackson s'éclipsa dans un café faiblement éclairé de Brooklyn pour retrouver Diana Chin, loin de ses lieux habituels. Amara était assise tranquillement à ses côtés, son regard perçant scrutant chaque détail du décor miteux. Diana glissa un dossier sur la table. « J'ai déniché des cas de personnes disparues correspondant à la description de votre compagnon, dit-elle. Ces 5 dernières années, 8 femmes fortunées ont disparu dans des circonstances mystérieuses. 3 ont été déclarées mortes suite à des accidents sans qu'aucun corps n'ait été retrouvé. 2 se seraient suicidées là encore, sans reste. Les autres ont tout simplement disparu, probablement pour avoir fui des mariages difficiles. » Jackson retint son souffle en feuilletant les dossiers. Chaque piste remontait, de manière indirecte, à Sovereign Industries. « Ce n'est pas une preuve irréfutable, admit Diana, mais les maris de 2 de ces femmes ont vendu leurs entreprises technologiques à des filiales de Sovereign moins d'1 an après les disparitions, et à des prix inférieurs à ceux du marché. Ce ne peut être une coïncidence. » La voix de Jackson se réduisit à un murmure. « Il y a plus, poursuivit Diana, le visage grave. J'ai découvert une tendance chez les femmes disparues issues de communautés marginalisées, mères célibataires, immigrées, femmes des quartiers défavorisés. La plupart ne font jamais la une des journaux. » Pour la première fois, Amara prit la parole. « Ils accueillaient toutes sortes de femmes, dit-elle d'un ton ferme. D'âge et de couleur de peau différents. Mais les plus spéciales, comme votre femme, étaient séparées. » Ce soir-là, Jackson emmena Amara au Lusk, l'un des restaurants les plus exclusifs de Manhattan. Il remarqua le sourire du maître d'hôtel vaciller à la vue d'Amara, malgré sa robe de créateur et sa coiffure soignée. « Votre table habituelle, Monsieur Reed ?» demanda l'homme en les regardant tour à tour avec une curiosité à peine dissimulée. «
Tandis qu'il traversait des tables silencieuses, Jackson sentit le poids des spéculations murmurées. « Il te prend pour une folle », murmura Amara une fois qu'ils furent assis. Ou pire, il imagine un enfant noir comme le tien. Jackson fronça les sourcils. « Comment le sais-tu ? Les gens racontent toujours les pires histoires quand ils voient quelqu'un comme moi avec quelqu'un comme toi, répondit-elle sèchement. Ma grand-mère m'a appris à déchiffrer ses regards. Leur serveur s'approcha, réprimant à peine son dédain, et s'adressa seul à Jackson tout en déposant le menu d'Amara sans un regard. Peut-être que la jeune femme préférerait un plat du menu enfant, suggéra-t-il avec condescendance. Elle prendra le menu habituel, dit Jackson froidement. Et tu devrais peut-être changer d'attitude avant de retourner à notre table. En quittant le restaurant, Jackson aperçut une berline noire aux vitres teintées garée de l'autre côté de la rue. Elle filait leur Bentley sans faiblir. On nous suit, dit-il doucement à William, au volant. Sans un mot, William exécuta une série de virages inattendus, confirmant les soupçons de Jackson alors que la berline restait collée à eux. Protocole de conduite évasive, monsieur, demanda William, professionnel et calme. Oui, et ramener Amara aux Penthouse en toute sécurité. Je vais faire diversion. S'ensuivit une course-poursuite intense dans les rues tortueuses de Manhattan. Jackson échangea finalement son véhicule avec un employé de Reed Innovation, tandis que William raccompagna Amara chez elle par un autre itinéraire, le Penthouse étant protégé par de multiples protections. Plus tard dans la soirée, Jackson appela son contact au FBI, l'agent Michael, via une ligne sécurisée. Je dois signaler une surveillance suspecte. Mon équipe et moi avons été filés par des individus non identifiés ce soir. La réponse de Michael fut brusque et dédaigneuse. Monsieur Reed, avec tout le respect que je vous dois, vos antécédents, d'inquiétude accrue après la mort de votre femme sont bien documentés. Nous avons enquêté sur 3 plaintes similaires déposées par vous dans les années qui ont suivi l'accident. Toutes concernaient des véhicules ordinaires, sans aucun lien avec vous. Jackson poursuivit. C'est différent. J'ai des raisons de croire qu'un groupe criminel organisé me cible dans le cadre de mon enquête en cours. Le ton de Michael se durcit. Avez-vous de nouveau fait appel à des détectives privés? Car je tiens à vous rappeler qu'interférer dans une enquête fédérale en cours. Quelle enquête fédérale? Interrompit Jackson. L'explosion du yacht a été jugée accidentelle il y a des années. Il y eut un silence révélateur. Je ne suis pas autorisé à discuter des enquêtes en cours, monsieur Reed. Je vous conseille vivement de laisser ces questions aux autorités compétentes. Le lendemain matin, Diana arriva avec des nouvelles inquiétantes. 3 femmes présumées mortes ont été aperçues de manière crédible ces 2 dernières années, annonça-t-elle en étalant des photos sur le bureau de Jackson. Un associé a juré avoir vu Elisa Montgomery dans une clinique privée suisse. Une sœur est convaincue d'avoir aperçu Rebecca Williams entrant dans un établissement sécurisé à Singapour. Et une ancienne nounou a déclaré avoir vu Catherine Zhang dans un aéroport privé de Dubaï. Toutes rejetées, demanda Jackson. Diana hocha la tête d'un air sombre. Des témoins ont été discrédités ou payés pour se rétracter. J'ai dû fouiller profondément pour retrouver les rapports originaux. Pendant ce temps, Amara et Jackson collaboraient à l'élaboration d'une carte détaillée des opérations du réseau de trafiquants, d'après ce qu'elle avait entendu pendant sa captivité. Le premier endroit où ils m'ont emmené, c'était ici, dit-elle en désignant son croquis d'un complexe isolé. À environ 2 heures de route de New York, au milieu des bois. Jackson consulta les registres fonciers. Sovereign Industries avait acquis un refuge de recherche isolé près de Kingston 6 ans auparavant par l'intermédiaire d'une société écran. C'est tout, s'exclama Amara. J'ai entendu quelqu'un mentionner Kingston un jour lorsqu'il parlait d'approvisionnement. Plus tard dans l'après-midi, Marcus entra dans le bureau de Jackson, l'air perturbé. Monsieur, je suis préoccupé par cette obsession pour l'histoire de la jeune fille. Le conseil d'administration s'enquiert de vos absences fréquentes, et des rumeurs disent que vous avez rouvert l'enquête sur la mort de Madame Reed. Jackson observa son assistant. Marcus avait été loyal et discret pendant 8 ans, jusqu'à la disparition de Vanessa. Jackson se demandait alors si l'inquiétude de Marcus était sincère ou motivée par autre chose. Il répondit d'un ton neutre, le conseil d'administration devrait se concentrer sur le lancement de notre prochain produit, et non sur ma vie privée. Ce week-end-là, Jackson et Diana se rendirent au site de Kingston qu'Amara avait identifié, la laissant en sécurité dans le Penthouse avec William et une sécurité renforcée. L'établissement hors route, entouré d'une forêt dense, correspondait parfaitement à la description d'Amara.
Un bâtiment clinique moderne, silencieux, dont les mesures de sécurité étaient suffisamment discrètes pour passer inaperçues. Clearwater Wellness Center, lut Diana sur un panneau discret à l'entrée. Ça a l'air authentique. Ils observèrent à distance, notant l'emplacement des caméras, les rotations des gardes et les horaires de livraison. À la tombée de la nuit, ils s'approchèrent de l'arrière de la propriété, utilisant un équipement spécialisé pour contourner les capteurs du périmètre. L'établissement semblait avoir été récemment libéré. Les lits étaient dépourvus de tout matériel médical, mais des signes évidents témoignaient d'une occupation récente. Ils ont déguerpi, murmura Diana en balayant avec sa lampe torche les cicatrices du sol où du matériel lourd avait été traîné. Dans un bureau, des documents déchiquetés gisaient éparpillés. Une fois reconstitués, ils ont révélé des liens avec des sociétés écrans appartenant à Sovereign Industries. Plus troublant encore, ils ont découvert une pièce secrète remplie de dispositifs de contention fixés à des lits d'hôpitaux et à des armoires ayant autrefois contenu des fournitures pharmaceutiques. Ce n'est pas un centre de bien-être, dit Jackson d'un ton sombre. C'est un camp de détention. De retour à Manhattan, le téléphone de Diana vibra, accompagné d'un message anonyme, une photo de surveillance montrant Jackson et Amara entrant dans l'immeuble de Diana le matin même. On vous observe aujourd'hui. Que c'est Amara qui rend les puissants nerveux, disait le message. Commentez ainsi vous pensez que Jackson devrait alerter les autorités immédiatement, ou s'il a raison d'enquêter lui-même. Cliquez sur j'aime si vous avez le courage de continuer à creuser après de telles menaces. Jackson trouvera-t-il la preuve que Vanessa est belle et bien vivante, ou tombera-t-il dans un piège tendu? Abonnez-vous pour découvrir la découverte choquante qui attend notre héros milliardaire lorsque nous explorerons ce réseau mystérieux. Lundi matin, la réunion d'urgence du conseil d'administration au siège de Reed Innovation était empreinte de tension. Jackson esquissait les regards inquiets de son équipe de direction. Face à lui, Jeffrey Phillips, son plus vieil ami et directeur financier, était assis, son expression habituellement chaleureuse, teintée de désapprobation. Jackson, nous avons convoqué cette réunion car ton comportement est devenu erratique ces derniers temps, commença Jeffrey en jetant un coup d'œil aux autres membres du conseil pour les soutenir. Tes absences inexpliquées, tes absences aux réunions et ta décision soudaine d'accueillir un enfant suscitent de sérieuses inquiétudes quant à ton état d'esprit. Jackson garda un visage neutre, même s'il calculait intérieurement quel membre de son entourage pourrait le trahir en premier. Ma vie privée ne regarde pas le conseil d'administration, répondit-il d'un ton neutre. L'entreprise prospère sous ma direction, notre action a atteint des sommets historiques au dernier trimestre. Barbara Winters, responsable des affaires juridiques, s'éclaircit la voix. Cela devient l'affaire du conseil d'administration lorsque cela affecte les opérations de l'entreprise, Jackson. Il y a aussi des responsabilités potentielles concernant votre tutelle sur cet enfant. C'est ma cousine éloignée, insista Jackson, s'en tenant à sa version. Sa présence est temporaire et ne compromet pas ma capacité à diriger cette entreprise. Se penchant en avant, Jeffrey baissa la voix. Jacques, nous sommes amis depuis 20 ans. Je dis cela avec une réelle inquiétude, as-tu envisagé une aide professionnelle? Le traumatisme de la disparition de Vanessa et maintenant cette conviction qu'elle pourrait être en vie, basée sur les divagations d'un enfant te submerge peut-être. Tu insinues que je suis instable, Jeff? La voix de Jackson se transforma en un murmure dangereux. Le silence s'abattit sur la pièce. Je suggère que le deuil peut nous rendre vulnérables à la manipulation, dit Jeffrey avec prudence. Peut-être qu'un congé temporaire pour régler vos affaires personnelles serait bénéfique pour tout le monde. Jackson se leva d'un air pensif et boutonna sa veste. Cette réunion est levée. Je m'attends à ce que tout le monde se concentre sur le lancement de notre prochain produit, et non sur mes affaires personnelles. En partant, il surprit Jeffrey échangeant un regard furtif avec Marcus, son assistant de direction. Une autre pièce du puzzle s'était mise en place. Cet après-midi-là, Jackson a organisé l'inscription d'Amara à la Westbridge Academy, une école privée d'élite de Manhattan. Tu as besoin d'un peu de normalité, lui a-t-il dit alors qu'ils examinaient le programme ensemble. Et c'est plus sûr que de rester ici toute la journée. William te conduira et te ramènera. Amara semblait dubitative. Les enfants comme eux ne voudront pas de moi là-bas. Je ne suis pas comme eux. Jackson a étudié ses impressionnants résultats au test de niveau. Tu es plus intelligente que la plupart d'entre eux et tu mérites une éducation. La réalité s'avéra plus dure qu'il ne l'avait imaginé. Le troisième jour, Amara rentra chez elle, irradiant une fureur silencieuse.
Que s'est-il passé? Demanda Jackson, conscient de ses émotions contenues. Rien de nouveau, dit-elle en laissant tomber son sac à dos de créateur. Les mêmes murmures, les mêmes questions sur mon entrée. Le professeur qui parle plus lentement quand je réponds, comme si je ne comprenais pas les grands mots. Les filles qui refusent de s'asseoir avec moi au déjeuner. Elle leva vers lui des yeux bien trop vieux pour ses 9 ans. Un garçon m'a demandé si j'étais ta fille secrète ou si tu m'avais acheté dans un pays du tiers-monde. Une vague de colère protectrice submergea Jackson. Je vais parler au directeur. Amara l'interrompit. Non, ça ne fera qu'empirer les choses. Je peux gérer ça. Et puis, on a des choses plus importantes à régler. Le lendemain, Madame Peterson, la professeure d'histoire d'Amara, l'a reconnue grâce à une base de données d'enfants disparus qu'elle avait consultée des mois plus tôt. Alarmée, elle contacta les services de protection de l'enfance pour signaler un possible cas de traite. L'après-midi même, une assistante sociale nommée Hélène Donovan arriva aux pentouses de Jackson, accompagnée d'un policier. « Monsieur Reed, je suis là au sujet du mineur dont vous avez la garde », annonça Hélène tandis que Jackson ouvrait la porte. « Nous avons reçu un rapport. » Calme, il les invita à entrer et envoya un SMS urgent à son équipe juridique. Hélène interrogea Jackson et Amara séparément. Ses questions à Jackson étaient directes et présomptueuses. « Comment avez-vous obtenu la garde de cet enfant » insista-t-elle, insistant sur « exactement », comme si elle s'attendait à un faux pas. Lorsqu'elle s'adressa à Amara, son ton était condescendant. « Tu peux me dire la vérité, ma puce. Personne ne te le reprochera. Monsieur Reed t'a-t-il promis quelque chose? De l'argent, des cadeaux, une vie meilleure ?» La dynamique raciale de ces questions n'a échappé ni à Jackson ni à Amara. Ce soir-là, l'équipe juridique de Jackson est arrivée en force, menée par Simon Washington, son avocat plaidant. Il s'agit d'une affaire familiale privée, a déclaré Simon à l'assistante sociale. Monsieur Reed a engagé une procédure de tutelle temporaire officielle par les voies légales. Toute insinuation de mauvaise conduite est fausse et potentiellement diffamatoire. Après le départ de l'assistante sociale, qui lui avait promis une enquête plus approfondie, Simon s'est tourné vers Jackson. « Je peux contester cela, mais vous devez être totalement franc avec moi. Vous ne pouvez pas me protéger du secret professionnel si vous m'utilisez pour dissimuler un crime. » Jackson exposa chaque détail. Lorsqu'il eut terminé, Simon expira. « C'est une sacrée histoire, et tu y crois. » « Oui, dit simplement Jackson. Nous avons des preuves à l'appui des affirmations d'Amara, mais les rendre publiques mettrait en danger Amara et potentiellement Vanessa. Simon hocha la tête pensivement. « Je vais accélérer les démarches pour la tutelle. En attendant, documente absolument tout, chaque interaction officielle, chaque preuve. On pourrait en avoir besoin. » Tandis que l'équipe juridique de Jackson luttait contre l'enquête sur les services sociaux, Diana a approfondi ses recherches sur Sovereign Industries. Elle a découvert des liens entre l'entreprise et de prétendus centres de bien-être à Singapour, en Suisse et sur une île privée au large de la Malaisie. Ils opèrent sous des noms différents, a-t-elle expliqué, dévoilant un réseau complexe de sociétés écrans et de filiales. Mais la piste de l'argent mène toujours à Sovereign. Ils ont investi des milliards dans ces établissements ces 10 dernières années, poursuivit Diana. Jackson feuilleta les brochures qu'elle avait obtenues. « Quel traitement propose-t-il » demanda-t-il. Thérapie de rajeunissement, régénération cellulaire, traitement anti-âge, tout est vague, exclusif et extrêmement cher. Sur invitation uniquement, avec un investissement minimum de 2 millions de dollars. Les listes de clients sont top secrètes, même si j'ai pu jeter un coup d'œil à leur présentation aux investisseurs. Ils prétendent avoir inversé les biomarqueurs du vieillissement jusqu'à 15 ans chez des sujets d'expérience, dit Diana d'un ton grave. Des sujets, pas des patients. Un frisson parcourut Jackson. Leur découverte est intervenue 6 mois après la disparition de Vanessa, remarqua Diana, pointant du doigt un article de recherche citant du matériel génétique régénératif breveté. Cette nuit-là même, les serveurs privés de Jackson furent piratés. L'attaque sophistiquée ciblait les fichiers relatifs à Amara et ses notes d'enquête. Grâce à des mesures de sécurité nées de la paranoïa de Jackson, les informations les plus cruciales furent stockées hors ligne, mais la précision de la brèche était alarmante. Il savait exactement ce qu'il cherchait, rapporta William après avoir analysé l'intrusion. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Amara posa soudain sa fourchette. « Je me souviens de quelque chose » annonça-t-elle.
J'ai entendu deux gardes parler du transfert de l'actif vers un établissement à Singapour le mois prochain. C'était il y a environ 2 semaines. L'atout, répéta Jackson en se penchant en avant. Ont-ils dit de qui il s'agissait? Amara hocha la tête solennellement. Ils ont dit l'atout principal. À en juger par leur façon de parler, je pense qu'ils parlaient de votre femme. Elle était traitée différemment des autres. Jackson a immédiatement planifié un voyage à Singapour, prévoyant d'utiliser la conférence technologique de son entreprise comme couverture. Au cours des préparatifs, William a découvert que le jet privé de Jackson avait été saboté lors d'une maintenance de routine. La conduite de carburant a été endommagée, a rapporté William. Pas suffisamment pour provoquer une panne immédiate, mais une rupture au-dessus du Pacifique aurait été catastrophique. Les auteurs de cet acte ne se contentent pas de suivre notre enquête, ils s'efforcent activement de l'arrêter. Le désespoir s'est accru lorsque Michael Chin, l'expert en sécurité de confiance de Jackson, a été retrouvé mort dans son appartement, un suicide apparent. Il a laissé un mot avouant son espionnage industriel, a déclaré Diana à Jackson après avoir consulté des contacts au sein de la police. Il a affirmé avoir vendu les secrets de Reed Innovation à des concurrents pendant des années. Jackson secoua la tête, incrédule. Michael était d'une loyauté inébranlable. Il ne nous trahirait jamais et ne se suiciderait pas. Ce soir-là, un message est apparu sur le téléphone personnel sécurisé de Jackson, provenant d'un numéro connu uniquement de ses proches. Arrêtez vos recherches ou vous disparaîtrez tous les deux. Une photo d'Amara à l'école plus tôt dans la journée, prise de l'autre côté de la rue, était jointe. La menace était sans équivoque. Que doit faire Jackson maintenant? Laissez un commentaire si vous pensez que la recherche de la vérité vaut la peine de faire face à ce danger grandissant, ou laissez un commentaire si la protection d'Amara doit primer. Aimez cette vidéo si l'ampleur de cette conspiration vous choque. Quels sinistres secrets vont-ils découvrir à Singapour? Peuvent-ils faire confiance à quelqu'un du cercle intime de Jackson? Abonnez-vous et activez les notifications pour suivre le prochain chapitre palpitant. Pendant ce temps, la voie d'évacuation de Jackson depuis son Penthouse, installé des années auparavant dans un accès de paranoïa, s'est avérée prophétique. Un passage secret derrière sa bibliothèque menait à la cage d'ascenseur de service, contournant les systèmes de sécurité de l'immeuble. En quelques minutes, Jackson s'est évanoui dans le réseau de tunnels de service de Manhattan, emportant avec lui un petit sac contenant de l'argent liquide, des pièces d'identité de secours, des appareils de communication cryptés et un Glock 19 avec 2 chargeurs de rechange. Alors que la police perquisitionnait son appartement vide, Jackson, déguisé avec des lunettes, une casquette de baseball et un uniforme d'agent d'entretien, s'est éclipsé à 6 pâtés de maison de chez lui. Les 48 heures suivantes allaient être cruciales. Jackson restait discret, utilisant uniquement des téléphones prépayés et de l'argent liquide, se déplaçant dans une série de planques préparées des années plus tôt. Depuis un motel miteux du Queens, il suivait les reportages sur sa disparition. La voix sinistre d'un présentateur déclara « Le milliardaire de la tech Jackson Reed est désormais le principal suspect du meurtre brutal de son assistant administratif de longue date, Marcus Phillips. Reed, dont le comportement est devenu de plus en plus erratique depuis la disparition de sa femme il y a 5 ans, est également recherché pour être interrogé sur sa relation avec une mineure non identifiée disparue la semaine dernière. L'aspect racial a été mis en avant dans la presse, soulignant qu'un riche homme blanc prenant la garde d'une jeune fille noire sans papier en règle soulève de sérieuses inquiétudes quant à un éventuel trafic. Des sources proches de l'enquête suggèrent que cela pourrait faire partie d'un vaste système d'exploitation. Les poings de Jackson se refermèrent tandis qu'il regardait l'histoire prendre forme, le dépeignant non seulement comme un meurtrier, mais aussi comme un prédateur. La vérité était enfouie sous des mensonges soigneusement élaborés. Le 3e jour, Jackson risqua de contacter Diana grâce au protocole d'urgence qu'ils avaient élaboré. Ils se sont rencontrés dans un entrepôt abandonné de Brooklyn, chacun prenant des précautions minutieuses pour ne pas être suivi. La police est partout, rapporta Diana. Vos comptes sont gelés, vos biens sont sous surveillance, et Jeffrey a été nommé PDG par intérim par le conseil d'administration. Qu'en est-il des preuves que je vous ai envoyées, demanda Jackson. Avant de se cacher, Diana avait transmis des données prouvant son innocence dans le meurtre de Marcus, notamment des images de vidéosurveillance montrant où il se trouvait au moment de sa mort. Je les ai transmises à l'agent spécial Michael du FBI, confirma-t-elle. Il avait d'abord été sceptique, mais la vérification du fichier Eurodac datage avait retenu son attention. Il menait désormais discrètement sa propre enquête parallèle, distincte de celle du NIPD. Et Amara, insista Jackson.
Est-elle en sécurité avec May à Singapour? Diana acquiesça. Ils avaient déménagé 3 fois la semaine précédente. Wei organisait le transport vers la Malaisie comme prévu, mais la sécurité sur l'île avait été renforcée depuis la disparition de Jackson. Le regard de Jackson s'assombrit. Ils savent qu'on arrive, dit-il, mais pas quand ni comment. Au cours de la semaine suivante, Jackson a eu recours à une série de déguisements et de moyens de transport pour rentrer à Singapour, vols commerciaux sous de fausses identités, avions cargo affrétés par des particuliers et payés en crypto-monnaies intraçables. Il a échappé à la reconnaissance faciale grâce à du maquillage et des prothèses spécifiques fournies par Diana. Pour plus de sécurité, il atterrit à Kuala Lumpur plutôt qu'à Singapour et contacta Wei via leur canal d'urgence. Ils se retrouvèrent dans un petit village de pêcheurs sur la côte malaisienne, où Amara faillit le renverser sous la force de son étreinte lorsqu'il apparut à la porte de la planque. « Tu es revenu » murmura-t-elle contre sa poitrine. « Je l'avais promis » répondit doucement Jackson, frappé par le poids de tenir parole envers un enfant qui avait connu tant d'abandon. Wei les informa de l'opération. La sécurité de l'île avait été renforcée, mais ils avaient identifié une approche potentielle. Mon contact gère un navire de ravitaillement qui dessert l'installation 2 fois par semaine. Nous pourrons embarquer clandestinement pour la prochaine livraison. Pendant ce temps, à New York, l'agent Michael commençait à remettre en question la version officielle. Le témoignage de Diana avait soulevé de sérieux doutes quant à la culpabilité de Jackson, et sa propre enquête avait révélé des incohérences troublantes. La vidéo montrant Jackson entrant dans le bureau de Marcus avait été savamment truquée, et l'arme du crime portait des empreintes digitales trop parfaites apparemment implantées. Plus important encore, Michael découvrit que Marcus enquêtait sur des virements électroniques entre Jeffrey Phillips et des comptes offshore liés à Sovereign Industries dans les semaines précédant sa mort. Cela va au-delà d'un simple coup monté, a déclaré Michael à Diana lors d'une réunion clandestine. Reed est peut-être tombé sur quelque chose de bien plus grave qu'il ne le pensait. Ces faits correspondent à des affaires que nous avons suivies, impliquant des expériences médicales, de la corruption à haut niveau et, bien sûr, du trafic d'êtres humains. Le jour de l'infiltration prévue, Jackson, Amara et Wei embarquèrent sur le navire de ravitaillement avant l'aube, caché parmi les caisses à destination du complexe insulaire. « Souviens-toi du plan », rappela Jackson à Amara en se blottissant dans leur cachette. « Reste près de moi en permanence. Si nous sommes séparés, déclenche la balise de détresse et dirige-toi vers le point d'extraction. » Amara hocha la tête solennellement. « Je me souviens. » Elle hésita, puis ajouta, « Et si elle ne se souvient pas de toi ?» Lydia a dit qu'ils font des choses à l'esprit des gens là-bas. Jackson avait envisagé cette possibilité. Alors on l'aidera à se souvenir, et si elle n'y parvient pas, on recommence. L'important, c'est de la sortir saine et sauve, quel que soit son état. La traversée vers l'île dura 4 heures de tempête. À mesure qu'ils approchaient, le vaste complexe blanc apparut, niché dans une végétation tropicale et entouré de systèmes de sécurité de pointe. Le navire de ravitaillement accosta à un quai de service au sud de l'île, et des gardes armés commencèrent à décharger les provisions. Profitant du déchargement comme couverture, Jackson, Amara et Wei se glissèrent sur le quai et se dirigèrent vers un bâtiment de maintenance voisin. La sécurité est plus renforcée que prévu, murmura Wei en observant les rotations des gardes par une fenêtre. Ils ont renforcé leur patrouille depuis mon dernier rapport de renseignement. En observant et en attendant, ils ont cartographié les routines et les angles morts. La mémoire photographique d'Amara s'est avérée précieuse pour noter les horaires de relève et les codes d'accès. Ce soir-là, tandis que le personnel dînait au réfectoire principal, le trio se déplaça. Ils empruntèrent les couloirs de service et les tunnels de maintenance pour pénétrer plus profondément dans l'établissement. Jackson s'attendait à une sécurité sophistiquée, mais fut stupéfait par ce qu'il découvrit à l'intérieur. Derrière la façade d'un centre de bien-être se cachait un centre de recherche de pointe consacré aux technologies radicales de prolongation de la vie. À travers des hublots d'observation, ils observaient des clients fortunés recevoir des traitements qui semblaient utiliser du matériel biologique prélevé sur des sujets humains plus jeunes. Ces gens-là, murmura Amara en désignant des silhouettes sous sédatifs sur des brancards. On dirait les femmes de Clearwater, et il y a aussi de nouveaux enfants. Cette prise de conscience frappa Jackson comme un coup dur. Il ne s'agissait pas d'exploitation conventionnelle, il s'agissait de prélèvements médicaux d'êtres humains pour élaborer des traitements promettant des décennies de vie supplémentaires aux ultra-riches. Suivant les instructions d'Amara, ils se dirigèrent vers l'aile de haute sécurité, censée abriter des agents spéciaux comme Vanessa.
Une caméra de sécurité qu'ils avaient manqué pivota vers eux et les alarmes se déclenchèrent dans tout le bâtiment. Ils nous ont repérés, prévint Wei avec insistance. Il faut agir vite. Ils se précipitèrent dans les couloirs, évitant de justesse les équipes de sécurité qui répondaient à l'alarme. À un carrefour critique, des gardes armés avancèrent des deux côtés. Par ici. Wei poussa Jackson et Amara dans un passage latéral, puis se retourna pour faire face aux gardes qui approchaient, dégainant une arme dissimulée. Trouvez votre femme, je vais les retenir. La dernière chose que Jackson vit de Wei fut sa posture déterminée alors qu'il affrontait les gardes, gagnant un temps précieux pour que Jackson et Amara puissent s'échapper. Des coups de feu résonnèrent derrière eux tandis qu'ils s'enfuyaient plus profondément dans le complexe. Wei se sacrifiant pour faire diversion, Jackson et Amara atteignirent l'aile de haute sécurité. Munis d'une carte d'accès récupérée auprès d'un garde inconscient, ils pénétrèrent dans un couloir stérile bordé de chambres médicales. Chacune abritait une seule personne, une femme comateuse reliée à un équipement de survie sophistiqué permettant d'extraire des matières biologiques. Au bout du couloir, Amara désigna d'un geste pressant une pièce. Jackson s'approcha, le cœur battant, à peine capable de comprendre ce qui se trouvait devant lui. Derrière la vitre, des tubes et des capteurs reliés à une Vanessa plus mince et plus âgée, indéniablement sa femme, qu'il croyait morte depuis 5 ans. Alors que Jackson tentait désespérément de comprendre l'appareil médical qui la retenait, les portes sécurisées aux deux extrémités du couloir s'ouvrirent brusquement. Des gardes armés envahirent le hall, leurs armes pointées sur Jackson et Amara. Derrière eux se tenait une silhouette familière, Victor Reynolds, PDG de Sovereign Industries, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure malgré leur tardive. Monsieur Reed. La voix de Reynolds exprimait l'assurance naturelle d'un homme qui n'avait jamais eu à subir de conséquences. Je dois admettre que je suis impressionné par votre persévérance. Rares sont ceux qui iraient aussi loin ou feraient de tels sacrifices sur parole d'enfant. Son regard se porta sur Amara, qui le fixait avec une détermination farouche. Jackson se plaça devant Amara, la main posée près de son arme cachée, pour la protéger. Ça s'arrête là, Reynolds. J'ai trouvé Vanessa. Quelle que soit l'opération tordue que tu mènes, elle sera révélée. Reynolds eut un léger sourire. Vraiment? Le monde entier croit que vous avez assassiné votre assistant et trafiqué une mineure. Vous êtes un fugitif. Votre entreprise a changé de direction, et personne ne vous recherche, sauf pour vous arrêter. Qui va révéler cette histoire? Il fit un geste vers les gardes. Non, je vous suggère de vous rendre pacifiquement. Je n'ai aucune envie particulière de vous tuer. Un silence tendu s'installa dans le couloir stérile tandis que Jackson pesait le pour et le contre, entouré de gardes armés, Vanessa toujours enfermée dans sa chambre. Victor Reynolds se tenait là, avec l'assurance désinvolte d'un homme habitué à la victoire, les mains jointes dans le dos, observant le combat intérieur de Jackson. Tu sais, songea Reynolds, dans un autre contexte, j'aurais pu t'inviter à rejoindre notre entreprise. Tes innovations chez Reed Innovation témoignent d'une réelle vision. Mais ta rigidité morale rend cela impossible. Ce que nous faisons ici n'est pas de l'innovation. La voix de Jackson tremblait d'une fureur contenue. C'est de l'exploitation ou des enlèvements et des meurtres pour le profit. Reynolds soupira, déçu par la perspective limitée de Jackson. Le progrès a toujours exigé des sacrifices, Monsieur Reed. Les traitements que nous avons développés ici prolongeront la vie humaine de plusieurs décennies. Imaginez les bénéfices si nos plus grands cerveaux pouvaient travailler pendant un siècle plutôt que quelques décennies. La matière organique dont nous avons besoin est exceptionnellement rare. Le profil génétique de votre femme accélère la régénération par 10 ou une combinaison d'une sur 1 milliard. Pendant que Reynolds parlait, Jackson examinait subtilement la chambre de Vanessa, notant les systèmes de survie et les mécanismes de sécurité. Amara, pressentant le plan de Jackson, tenta de créer une diversion si nécessaire. Pourquoi ne pas simplement recruter des volontaires, insista Jackson, faisant parler Reynolds. Payer les donneurs volontaires. Il existe des moyens éthiques de faire progresser la médecine. Le visage de Reynolds s'assombrit. Vous pensez que nous n'avons pas essayé? Les obstacles réglementaires à eux seuls auraient retardé les progrès de plusieurs décennies, et les marqueurs génétiques dont nous avons besoin sont bien trop rares pour un don volontaire. Il désigna la rangée de salles d'examen d'un geste. Chaque sujet ici a été sélectionné par dépistage génétique. La plupart étaient marginalisés, peu susceptibles d'être oubliés. Les riches et Vanessa, en particulier, ont eu le malheur de posséder des profils extraordinairement précieux.
L'esprit de Jackson explorait à toute vitesse les scénarios possibles, calculant les risques et les conséquences. Les chances étaient minces, mais il avait fait trop de chemin pour abandonner. « Comment as-tu eu Vanessa ?» demanda-t-il, gagnant du temps tandis qu'il cherchait l'appareil d'urgence dans sa poche. Le visage de Reynolds s'illumina d'un profond regret. « Nous la surveillons depuis des mois après que des examens médicaux de routine eurent révélé son potentiel. Le plan initial prévoyait des prélèvements périodiques et discrets. Mais elle a remarqué des irrégularités dans son dossier médical et a commencé à poser des questions. » Reynolds arpenta lentement la rangée de chambres. Elle était brillante. Elle a remonté la piste jusqu'à une filiale menant des recherches génétiques et a menacé de tout révéler. Nous n'avions pas d'autre choix que de prendre des mesures plus radicales. La mâchoire de Jackson se serra. L'explosion du yacht, dit-il, les derniers éléments s'emboîtant. Un accident convaincant, aucun corps retrouvé. Puis vous l'avez emmené dans l'un de vos établissements. Reynolds jeta un coup d'œil à sa montre, sa patience s'amenuisant. Malheureusement, si elle avait simplement ignoré les anomalies de son dossier, elle aurait pu vivre une vie normale, complètement inconsciente. Reynolds s'écarta pour laisser Jackson, l'escorte de sécurité qui approchait, entrer en détention. Il marqua une pause lorsque Jackson croisa le regard d'Amara et hocha la tête à peine perceptible. D'un geste rapide, Jackson activa le dispositif à impulsion électromagnétique de haute intensité qu'il avait dans sa poche. Une panne d'électricité se répandit dans le couloir, les systèmes médicaux et de sécurité de l'aile s'éteignant. Profitant de la confusion momentanée, Jackson attrapa Amara et se précipita par une porte latérale, qui se referma derrière eux tandis que les gardes tiraient à l'aveuglette dans l'obscurité. Les générateurs de secours vont se déclencher d'une seconde à l'autre, prévint Jackson tandis qu'il s'élançait dans le couloir plongé dans l'obscurité. Il faut revenir chercher Vanessa dès qu'ils auront identifié l'endroit où ils pensent que nous sommes allés. Comme prévu, le courant de secours revint quelques instants plus tard, baignant l'établissement d'une lumière rouge inquiétante. Les alarmes retentirent tandis que les équipes de sécurité affluaient dans les couloirs, se précipitant vers leur dernière position connue. S'appuyant sur la carte mémorisée de l'établissement par Amara, ils trouvèrent un tunnel de service menant à l'aile médicale par un autre chemin. Les chambres sont alimentées indépendamment, expliqua Jackson tandis qu'il s'avançait dans le tunnel. L'IEM aurait désactivé les serrures, mais pas les systèmes de survie. Nous n'avons que quelques minutes pour sortir Vanessa avant qu'il ne réalise où nous sommes réellement. En rentrant dans l'aile médicale par un point d'accès de maintenance, ils découvrirent que la chambre de Vanessa était temporairement sans surveillance. Tandis que la sécurité se concentrait sur le périmètre, Jackson s'empressa de forcer le mécanisme de verrouillage de la porte, tandis qu'Amara montait la garde. La chambre s'ouvrit en sifflant, révélant Vanessa, immobile sous un réseau de tubes et d'écrans. « Est-ce qu'elle » commença Amara, mais elle ne put terminer sa question. « Elle est vivante » confirma Jackson en scrutant les données médicales. Les systèmes avancés avaient prélevé du matériel cellulaire spécifique tout en la maintenant dans un coma artificiel, contrôlé avec précision. Avec précaution, Jackson commença à déconnecter les capteurs non essentiels tout en préservant toutes les fonctions vitales des années de recherche et développement médical chez Reed Innovation aboutissant à ce moment précis. « On ne peut pas la réveiller ici » expliqua-t-il. Il faut diminuer progressivement la sédation, sous peine de lésions neurologiques. Ses doigts s'activèrent rapidement. Il nous suffit de la stabiliser suffisamment pour pouvoir la déplacer. Soudain, Amara se tendit. Quelqu'un arrive, siffla TL. Avant qu'il puisse réagir, les portes s'ouvrirent brusquement. Ouyang entra en titubant, du sang perlant sa chemise, mais vivant. « Vous êtes difficile à traquer » dit-il d'une voix rauque, esquissant un sourire sinistre. « Il faut se dépêcher. » Ensemble, ils ont installé Vanessa sur une civière de transport, lui installant un respirateur artificiel portatif pour maintenir sa sédation. Ouyang les a guidés à travers les couloirs de service jusqu'à un quai de chargement où les attendaient des véhicules d'urgence, tirés par un incendie allumé à l'extrémité du complexe. On va filer dans la confusion, Alta-Teil, les blessures fraîches. Mon contact est au quai secondaire. La liberté semblait à portée de main, jusqu'à ce que Victor Reynolds arrive au coin d'une rue, flanqué de son service de sécurité personnelle. Habillé d'une fureur calme, Reynolds pointa un pistolet sur Jackson. « Ça suffit. Vous avez détruit des millions de dollars d'équipement et compromis des années de recherche. C'est terminé. » Jackson se plaça devant le brancard, protecteur. « Tu as raison, Reynolds. Ça s'arrête là, mais pas comme tu le penses.
Reynolds serra son arme plus fort. Cette île est sûre. Chaque bateau, chaque hélicoptère me rend des comptes. Même si tu t'échappes, le monde te verra toujours comme un meurtrier et un trafiquant d'enfants. Peut-être, admit Jackson, mais ils verront bientôt la vérité. Il esquissa un sourire sinistre. Depuis notre arrivée, tout a été enregistré et diffusé sur des serveurs sécurisés, y compris vos aveux concernant l'enlèvement de Vanessa et d'autres personnes pour leur matériel génétique. Reynolds plissa les yeux. Tu bluffes. Rien ne quitte cette île à mon insu. Pas par vos canaux, rétorqua Jackson calmement. Il y a 5 ans, Reed Innovation a développé une liaison satellite à chiffrement quantique. Vanessa elle-même y a travaillé. Elle est indétectable et indétectable. Reynolds hésita, l'incertitude se lisant sur son visage. Jackson poursuivit, la voix ferme, même si c'était vrai, vous dénoncer reviendrait à détruire votre réputation, votre empire, tout. Une nouvelle alarme a brisé leur impasse. Un agent de sécurité a fait irruption. Monsieur, plusieurs avions sont en approche aux canaux fédéraux, annonçant une opération conjointe en cours. Le vernis confiant de Reynolds craqua. Qui? Inconnu, monsieur. Jackson a vu l'ouverture. Ma police d'assurance est plus efficace que je ne l'avais prévu. Dernière chance, prévint Jackson. Rendez-vous ou tombez ici, les mains ensanglantées. Reynolds grogna, pivota vers une sortie privée et aboya des ordres. Des coups de feu éclatèrent dans le couloir tandis que son équipe ouvrait le feu. Bougez, hurla Ouyang par-dessus le chaos. Petit à petit, ils poussèrent la civière à travers les ricochets des balles, se précipitant vers le point d'évacuation d'urgence. Sous la pluie de coups de feu, la détermination de Jackson se cristallisa, rien ne comptait plus que protéger Vanessa et Amara. Son empire, sa fortune, sa réputation étaient secondaires. 2 semaines plus tard, dans une suite d'hôpital privé, le bip rythmique des moniteurs résonnait. Jackson était assis au chevet de Vanessa, lui tenant la main. Son activité cérébrale augmente, dit-il à Amara, qui l'observait tranquillement de l'autre côté du lit. Elle réagit davantage aux stimuli, c'est une bonne chose. Amara hocha la tête, sans quitter des yeux le visage pâle de Vanessa. Elle m'a aidé quand personne d'autre ne le voulait, murmura la jeune fille. Maintenant, c'est notre tour. Leur calvaire s'était transformé en un tourbillon de consultations médicales, de manœuvres juridiques et de mesures de sécurité. Le raid fédéral, mené par l'agent Michael et une équipe spéciale FBI Interpol, avait permis de secourir des dizaines de patients captifs et de découvrir des preuves irréfutables reliant Sovereign Industries à ces crimes. Victor Reynolds s'était enfui en hélicoptère privé, mais fut rapidement visé par des mandats d'arrêt internationaux. De retour à New York, des images de vidéosurveillance disculpant Jackson du meurtre de Marcus furent diffusées, ce qui conduisit à l'arrestation de Jeffrey Phillips et à la réintégration de Jackson au poste de PDG de Reed Innovation. Malgré ces victoires, des défis subsistaient. Le rétablissement à long terme de Vanessa était incertain, des années de procédures expérimentales et de puissants sédatifs avaient laissé des traces et des enquêtes ont révélé que des fonctionnaires, des juges et des agents des forces de l'ordre corrompus du monde entier avaient protégé les opérations de Sovereign. Reynolds avait des alliés qui se battront pour protéger leurs secrets, a averti Diana lors d'une conférence téléphonique sécurisée. Ils utiliseront les batailles juridiques, la manipulation des médias, peut-être pire. Déjà, certains médias remettaient en question la relation de Jackson avec Amara, jetant des soupçons raciaux sur leur lien. Les services de protection de l'enfance, bien que ne cherchant plus à expulser Amara, continuaient de la surveiller de près. Chaque démarche vers la tutelle permanente d'Amara se heurtait à des obstacles bureaucratiques. Puis vint le moment décisif, un après-midi, dans le jardin de l'hôpital, les moniteurs de Vanessa changèrent de rythme. Ses doigts serraient ceux de Jackson. Ses paupières battaient. Pour la première fois en 5 ans, Jackson retint son souffle lorsque les yeux de Vanessa s'ouvrirent, remplis de confusion et de peur face à l'appareil médical qui l'entourait. « Tu es en sécurité maintenant », murmura Jackson, les larmes aux yeux. « Je t'ai retrouvé. » Elle s'efforça de se concentrer. « Jacques ?» Sa voix était rauque et fragile, chargée d'un monde de questions. Les jours suivants, Vanessa oscilla entre sommeil et conscience. Bien que sa mémoire fût embrouillée où elle ne se souvenait de rien de l'explosion de son yacht, de sa captivité ou des expériences où elle reconnut le visage d'Amara. « Tu m'as parlé quand j'étais ailleurs », murmura Vanessa, la voix encore hésitante. « Oui », souffla Amara, les yeux écarquillés. Alors que Vanessa se rétablissait,
Jackson a officiellement déposé une demande de tutelle pour Amara. Le tribunal, touché par les circonstances extraordinaires, a accédé à sa requête. Vanessa est rentrée chez elle pour poursuivre son rétablissement, ses progrès étant constants même si des défis physiques et cognitifs subsistaient. Victor Reynolds a finalement été capturé en Argentine et extradé pour trafic d'êtres humains et crimes contre l'humanité. Unis par le traumatisme et la résilience, Jackson, Vanessa et Amara ont formé une famille inattendue. Ensemble, ils ont créé la fondation Reed Johnson, utilisant la technologie de Reed Innovation pour créer une base de données mondiale des personnes disparues ciblées par des opérations de profilage génétique. Leurs efforts ont permis de sauver des dizaines de victimes supplémentaires et de fermer des installations sur 3 continents. La pression internationale a conduit à des enquêtes sur les responsables complices, et les renseignements recueillis ont permis de localiser la mère d'Amara. Un an après sa première apparition aux pentouses de Jackson, affirmant savoir que Vanessa était vivante, Amara se tenait devant ses camarades de la Westbridge Academy. Sous le regard fier de Jackson et Vanessa, elle a fait une présentation percutante sur la reconnaissance des signes de traite des êtres humains. Autrefois rejetée et réduite au silence, elle imposait désormais le respect. Tous 3 avaient perdu 5 ans, mais avaient retrouvé un but, une mission et une famille unis par des liens qui allaient au-delà du sang. À la place de Jackson, auriez-vous cru à l'histoire incroyable d'Amara ou l'auriez-vous rejeté comme impossible? Partagez votre avis ci-dessous. Et si ce récit de courage, de justice et de dépassement des préjugés vous a touché, aimez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour découvrir d'autres témoignages poignants. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage émotionnel, car parfois les vérités les plus importantes viennent de voix auxquelles on s'attend le moins.